Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à cet autre épisode, oui, dans le cadre de notre 2e anniversaire à Coconut Podcast. Alors, nous recevons encore une fois 2 personnalités de marque. Dans un premier temps, je vais présenter Junior. Il est connu de tous à travers le Québec. On le connaît surtout pour son jeu au petit écran, mais également son jeu de doublage dans les animés pour nos plus petits. Également, on le voit de plus en plus dans le 7e art. Oui, au cinéma, on le voit de plus en plus. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast le tenancier d'un héritage familial. Accueillons à Coconut Podcast, dans un premier temps, Fayol Jean Junior, messieurs, dames. On peut pas passer sous silence la grande personnalité qui l'accompagne. Oui, son père. Alors, nous l'avons connu au Québec dans les grandes séries télévisées, entre autres Jasmine. On l'a connu sur les planches de théâtre, mais surtout au petit écran. Il est considéré comme un joyau de la communauté haïtienne. Il est avec nous aujourd'hui pour nous entretenir et partager avec nous. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons ces 2 vedettes, oui, à Coconut Podcast, je dis bien, Fayol Jean père et Fayol Jean Junior fils, messieurs, dames. On a envie de vous applaudir. Ah oui. On est trop légendaire. Yes, ben écoutez, de vous avoir à Coconut Podcast, c'est tout un honneur. Cette introduction, elle est très peu. Vraiment, vous le méritez, messieurs. Vous faites rayonner le Québec à l'international, au sein de la francophonie, mais également la communauté haïtienne et dans un plus grand ordre, la diversité. Alors, félicitations et merci d'être avec nous. Ben, merci. Bien accueilli. Merci de l'accueil, merci de l'invitation. Merci. On introduit Junior pour commencer. On va commencer avec Junior. Ben, non. Coconut Podcast, on respecte, oui. Les aînés. Les aînés. Alors, le micro à papa. Évidemment, je ne me perçois jamais comme un aîné, parce que je commence dans le métier. C'est un métier que l'on apprend à tout coup. Oui, non, je comprends. Et je l'accepte aussi. Mais, excellent. Ouais, voilà. Mais jeune garçon, je l'assume. On te sent très d'attaque. Ah oui. Vraiment, le swag. Est-ce que c'est Fiston qui va magasiner avec toi, monsieur? Non, pas du tout. Il m'offre de beaux cadeaux. Ah, c'est ça, je suis toujours surpris de me voir rajeuni en quelques secondes par un cadeau offert par mon cher Fayol. Nickel. La question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu. Oui. Monsieur Fayol Jean, comment ça va? Très bien, je me porte bien. Ouais, ça se voit. Et la vie joue avec moi toujours du bon côté. Nickel. Et moi, je la prends comme telle. Donc voilà, je suis un homme heureux. Vraiment heureux, oui. Et le fait d'être avec Fiston, on vous sent encore plus joyeux. Oui, là c'est le père. C'est le père qui est joyeux, content de voir son fils poursuivre son chemin avec l'élégance qu'on lui connaît et puis l'efficacité de le voir toujours dans de différents rôles. Oui. Il est très demandé parce qu'il est fin, parce qu'il est bon, parce qu'il sait ce qu'il fait. Je lui envoie des fleurs, mais quand on est fier de quelqu'un, il faut prendre, avoir le courage, avoir l'élégance de le lui dire. Donc, c'est ce qui est fait. Waouh! J'admire ton travail. Fiston, ouais, avec des mots, de si beaux mots. Oui. La barre est placée haute, là. Tout le temps? Oui. Ah, ok, d'accord. C'est la marque de commerce des gens. Parce qu'on dit ça de lui aussi, hein. Quand j'arrive sur des plateaux, il est fin, ton père, il est gentil. Ah oui, c'est un bel homme. OK. Alors, il y a toujours cette pression-là, la classe de monsieur. On le connaît pour ça. Fayol Jean. Oui, exactement. Ça, alors, j'ai pas le choix de suivre les traces du mieux que je peux. Fayol Jean Junior. Oui. Junior.
Comment ça va? Ça va super bien. Comme l'a dit mon père, la vie se porte bien avec moi. Je suis chanceux, j'ai la chance de travailler, j'ai des gens qui m'entourent qui sont merveilleux. Alors, ouais. Quoi demander de plus? Bon, c'est du bon. En ces temps de pandémie, ouais. On est encore dedans, 6e vague. Comment ça s'est orchestré pour toi? Et par la suite, la question sera pour papa également. Sur le plan personnel, mais également professionnel. On t'écoute. Personnel, ça a bien été. Vraiment, écoute, moi j'avais rencontré ma copine peut-être quelques mois avant la pandémie. Côté personnel, je parle, et ça m'a permis de la connaître davantage, d'être plus souvent ensemble et tout. Et j'ai rencontré une personne merveilleuse, vraiment, c'est vraiment très agréable, elle est incroyable. Et professionnel, je suis très chanceux parce que étant donné que je fais de la voix également, je fais de voix off, publicité, super écran, du doublage, moi j'ai pu continuer à travailler de la maison. On s'est équipé, on nous a demandé, pour ceux qui font de la publicité par exemple, de s'équiper, pour qu'on puisse continuer à travailler. Et moi, ça fait 7 ans déjà que je fais la voix je suis la voix officielle de Super Écran qui présente les films. Alors, j'ai pu continuer de la maison. De travailler de la maison. Tu t'es équipé, là. Maintenant, t'avais un bon casque d'écoute. Casque, un micro, un ordi, parce que oui, j'avais ça à la maison, mais pas top notch. Est-ce que tu as dû acheter en double? Parce que ce que tu achètes pour toi, inévitablement, tu te dois de l'acheter pour papa. Non. Pas toujours. Pas toujours. Tu sais, parce que ça là, tu fais de beaux cadeaux, tu sais, des Sennheiser, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, malheureusement, non. Mais, c'est ça, j'ai été chanceux, et puis, même en doublage, un mois après la pandémie, on a recommencé à travailler parce que c'était un besoin essentiel. Alors, j'ai pas été trop frappé par ça. Super. Puis les tournages ont recommencé, je pense, durant l'été, quelques mois plus tard. Alors, ça a bien été. J'ai été chanceux, vraiment, durant cette période-là. On sait que tu as une petite qui apporte beaucoup de bonheur. Alissa. Ouais, Alissa. Peux-tu nous dire comment que vous êtes retrouvés durant cette pandémie? Tu sais, on avait plus de temps avec les enfants, avec la famille. On t'écoute? Oui, on a eu plus de temps pour se retrouver. C'est drôle, mais quand la pandémie a frappé, moi, j'étais au Mexique. En fait, je fêtais mes 40 ans avec des amis. Cerveza, amigo. Sí, la playa. Una, dos, tres, más. C'est ce qui ici. Alors, quand on est revenu le 13. Alors là, il fallait se confiner pendant 2 semaines. Oh là là. Alors là, je me suis confiné 2 semaines sans voir ma fille. J'étais avec... La manière que tu dis, ça t'a anéanti. Non, mais c'est dur. Au départ, on est comme, OK, oui, les petites vacances, hein. Mais de jour en jour, on est là enfermé. Tu avais repris la relève. Non, mais la mère de ma fille était là. Voilà, OK, d'accord. Alors, elle s'est bien occupée, mais quand même, quand même 2 semaines sans voir ma fille. Et, c'était quand même dur. Mais on a eu la chance, justement, de faire des activités. De faire du Just Dance, de danser, puis de continuer à faire les travaux à la maison aussi avec elle. Mais non, ça s'est bien passé. Très rapidement. Ça a l'air que durant la pandémie avec ta fille, tu as eu la chance de faire un court-métrage. Ça a l'air qu'elle est pas pire pantoute. Là, elle est rendue à 7 ans. La question est plus pour toi, on passe le micro à papa, à grand-père. Le fait de voir que sa petite fille, peut-être serait intéressée par l'art, serait intéressé par le cinéma, le théâtre, le jeu. Ça fait quoi à grand-papa de voir ça? D'abord, je dois vous dire que c'est ma première petite fille, mais j'ai 6 petits-enfants. Donc, alors, il y a 2 garçons et 4 filles. Super. Donc, Alissa, elle ressemble beaucoup à son père.
affectueuse comme tout, et puis elle interprète, et elle chante. Je l'ai vue danser. Elle manquait une dent ou deux là. On était gentil. Je l'ai vue danser. Mon Dieu, et elle l'a dans le sang. Elle l'a dans le sang, et j'ai l'impression qu'elle va devenir une grande artiste. Je ne sais pas si elle sera comédienne, pianiste, danseuse. Je ne sais pas, mais le talent est là. Mais comme je dis toujours, le talent ne suffit pas, et elle saura quoi faire pour que soit à la hauteur de ses rêves. Superbe. Et Junior, ça a l'air que tu ne veux pas la pousser à devenir nécessairement comédienne ou à devenir actrice. Tu veux vraiment qu'elle vive cette période qui est si importante, cette période de jeune enfant. Ouais. On t'écoute. Ouais, je pense que c'est très important en fait. Oui, s'il y a des opportunités qui se présentent. C'est une demande de sa maman? Non, pas du tout. Je pense que nous deux, tu sais, on s'est toujours entendu sur ce point-là. Ouais, parce que tu commences à travailler là. Ça veut dire que tu rentres dans le domaine du travail à 6 ans, 7 ans, tu fais, OK, c'est un peu intense, là, à apprendre tes textes, arriver sur le plateau, prête, après ça, tu reçois des sous, alors tu travailles. Alors, au-delà des études, des amitiés, ben, t'as cette pression-là déjà. Nous, déjà, on est stressé avec le travail en tant qu'adulte. Alors, je peux pas imaginer un enfant, à cet âge-là. Oui, on s'amuse, c'est le fun, c'est agréable, mais prenons le temps, étape par étape, sans trop brusquer non plus. Si elle veut le faire, s'il y a des opportunités, OK, fine, on va faire des auditions, on va essayer, on va voir. Mais je vais pas la forcer. Oh ouais, faut que tu sois bonne. Ouais, non. Même chaque chose en son temps. Tu es zen. Et ta maman, Maggie, ouais, elle dit ça de toi. Même les doux sont sans pression. Oui. Ouais. La manière que tu abordes la question, on te sent vraiment réfléchi. Et là, maintenant, on termine avec toi, là, on passe avec papa. Oui, est-ce que Fiston, il a toujours été aussi zen? Parce que on sent que papa lui-même, alors là, c'est la zénitude en personne. Oui, la zénitude éternelle. Éternelle. Vraiment, est-ce que cette famille... est-ce que Anderson, Philippe, Farah, Marc-Olivier, est-ce qu'ils sont aussi zen? Oui, à leur façon, parce que ils ont grandi dans une maison remplie de poésie, de musique, de théâtre, de chansons, de musique, et beaucoup de gens sont venus chez nous. Les plus grands noms de littérature, de musique, de poètes, de théâtre sont passés par la maison. Donc alors, en grandissant comme ça, j'ai vu ma fille lors de la première communion de Fayolle, qui disait, qui répétait, il est temps de sortir, 1, 2, 3, action! Elle était toute petite. Je parle de la première communion de Fayolle, je parle de Farah, ma fille. Donc, c'est dire qu'ils sont habités par cette joie de vivre de l'art et dans l'art. Donc, alors, c'est ça, que ce soit du côté de Maggie, de Andy, de tout le monde, c'est une maison de fête. Oui. Super. Et elle est toujours en fête. Elle est toujours en fête. Oui. Très rapidement, avant de rentrer dans cette maison qui a toujours été en fête, oui. Comment avez-vous vécu, Monsieur Jean, ces 2 dernières années sur le plan personnel et professionnel? Professionnel, moi, j'ai été chanceux dès le départ. Je me rappelle, faut vous dire que j'ai eu peur, très peur. Je pensais que c'était la fin du monde lorsque la Covid a commencé. Okay. Donc, je voyais tous ces gens mourir. Vous qui êtes si zen. Ah oui, j'ai eu peur. Mais en moi-même, je me posais la question, qu'est-ce qui se passait? Parce que je voyais ces gens mourir par milliers déjà en Italie. Oui, et puis, la grande scène pour moi, c'était de voir le pape célébrer une messe la nuit devant le Vatican. Il y avait personne. Là, je me suis dit, il va se passer quelque chose de terrible. Bref, ceci étant dit, professionnellement, je suis arrivé, on est au mois de novembre, je vais me retrouver dans 2 représentations théâtrales. Le Petit Prince, Saint-Exupéry, de Prokofiev, Pierre le Loup. Donc, alors, je vais avoir ces 2 créations au théâtre du Nouveau Monde, et professionnellement,
ça s'est bien passé pour moi. Je n'ai rien à reprocher au bon Dieu professionnellement. Je suis toujours en studio. Je regardais justement hier quelques photos de studio. Je me suis dit, si je devais écrire un livre, je dirais une vie passée en studio, parce que j'ai commencé comme animateur de radio, et puis je fais le métier de comédien à la télévision, au cinéma aujourd'hui, mais je reviens toujours en studio pour du doublage, avec la même élégance que Fayol, parce que c'est un talent que je ne maîtrise pas comme je l'aurais voulu. Okay. Mais il n'en demeure pas moins que il a pu beaucoup de voix de publicité. Donc professionnellement, ça va. Alors, rien à redire. Hier, en regardant les photos, je me suis dit Haïti m'a mise au monde, Port-au-Prince m'a mise à l'affiche, et le Québec a fait de moi le professionnel du métier que je suis. Donc, alors c'est pour vous dire que je suis bien, et de voir tous mes enfants, mes 4 garçons, entre guillemets, pratiquer le même métier que moi, ou qui sont des artistes aussi. Je me dis, parce que le court-métrage qu'on parlait tout à l'heure, que votre petite fille a joué, Alissa, c'est un de vos fils qui a réalisé ce court-métrage. Le fait de savoir que votre fille, Farah, elle a déjà touché à l'art, que vos garçons sont dans l'art, est-ce que c'est mission accomplie pour vous et la maman des enfants, Maggie? Non, nous sommes certainement heureux, mais pas mission accomplie. Il nous reste beaucoup d'années, beaucoup de choses à partager encore avec ce public. On est toujours dans le rêve. On est toujours dans le rêve, dans la passion de recréer les choses. Je le disais tout à l'heure, on est toujours dans la restitution de quelque chose de beau. Et c'est le rôle de l'artiste. Et nous l'avions compris à la maison dès le départ. Farah a touché à l'art. Farah flirte avec l'art. Bon, et elle est peut-être la seule personne à remettre un peu d'ordre dans tout ça, et parce que les 4 garçons et moi, nous ne sommes que des artistes. Donc elle peut la matière pensante. Avec pensante, Maggie, c'est ça. Voilà. Ok, nickel. On est content de savoir que vous allez bien. Ça n'a pas été facile, mais pour voir, vous avez réussi à tenir le cap au niveau du boulot, vous en avez eu. Ça, pour des gens issus de la diversité, c'est comme... Est-ce que vous êtes à contre-courant, en quelque sorte, puisque à un certain moment, on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de gens de la diversité au petit écran, mais vous... On sent même pour plusieurs gens issus de la diversité, ça a peut-être été 2 très bonnes années. Vous... philosophe que vous êtes, grand penseur que vous êtes. C'est beaucoup me donner là. C'est beaucoup l'auréole, c'est ça. Votre lecture d'avoir vu votre fils ne pas chômer, vous-même vous n'avez pas chômé, d'autres de vos collègues assurément de la diversité, voir qu'ils avaient des contrats. Votre lecture? Il y a 2 lectures. D'abord, le Québec est en train de changer. C'est-à-dire, il y a une présence, je dirais presque constante aujourd'hui à la télévision, que ce soit dans les publicités, dans les affiches, au cinéma, dans les affiches, dans les métros, etc. On voit une bonne présence de la diversité. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ça n'ira qu'en grandissant. Mais l'important dans le métier, c'est de rester efficace, c'est de se proposer de la bonne façon. Je le dis toujours. Et puis, mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Super. Ce n'est plus qu'un rêve. Là, on est dans une réalité où notre présence s'impose, je dirais, presque naturellement. Voilà. Junior. Les événements Idle No More, en ce qui a trait aux Premières Nations, Black Lives Matter, avec ce qu'on a vu George Floyd aux États-Unis. Les 2 dernières années, on sent que dans le monde occidental, il y a vraiment, comme papa vient de le dire, un réel désir que ça change. Toi, en tant que plus jeune, ta lecture, est-ce que les événements du Black Lives Matter, tu penses que ça l'a aidé afin que aujourd'hui le monde de la télévision au Québec, parlons pour le Québec, soit plus enclin à faire appel aux acteurs, actrices de la diversité, de la communauté noire? On t'écoute. C'est dur à dire, mais malheureusement oui. Je dis malheureusement oui parce que
pourquoi attendre qu'un événement comme celui-là arrive pour s'ouvrir les yeux, en fait? Je pense que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a de plus en plus de jeunes dans les écoles qui viennent de la diversité, justement, parce que de plus en plus, il y a une représentativité aussi à l'écran. Alors, comment... si on veut faire ce métier-là, mais on n'a pas de référence. Dans les conservatoires, c'est ça, exactement. les écoles d'humour. Il y a tout ça. Alors, la représentativité est de plus en plus présente à l'écran. Alors, les jeunes sont plus enclins à se présenter dans les écoles pour aller faire le métier, justement. Et là, il y a eu une ouverture, on s'est ouvert les yeux, on a commencé à réfléchir par rapport à tout ça. Et oui, maintenant, il y a plus de jeunes de la diversité, plus d'acteurs de la diversité à l'écran, et il en faut, et c'est pas terminé, parce qu'il en faut aussi comme réalisateur, comme scénariste également, pour changer la donne, pour se représenter, producteur, pour écrire notre histoire, mais qui est mieux que nous-mêmes, en fait. Arrêtons d'attendre après les autres, et on peut le faire. Alors, je pense qu'il y a ça. Oui, il y a des acteurs, mais je pense que là, il manque des scénaristes, des réalisateurs. Étape par étape, bien sûr, mais on a besoin de ça également. Ouais. Est-ce que la donne... Ça nous permettra de sortir des clichés. Et donc, la différence, je l'ai dit, la différence qu'on peut faire aujourd'hui, c'est entre se donner bonne conscience, ce qui se faisait dans le temps, et prendre conscience d'une situation. Et j'ai même ajouté, je le dis pince sans rire, depuis que George Floyd est mort sur la croix pour nous, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup... Ouf, oui, c'est ça, voilà. Depuis 2002, Collège Rosemont. Oui. Hein? Ça, c'est quoi? Bélanger? C'est Beaubien. Beaubien. Depuis le Collège Rosemont, tu étudies en médias, hein? Tu rentres à l'école des médias? Mais au Collège Rosemont, j'ai étudié en cinéma. Voilà. Cinéma, et ensuite j'ai été au Conservatoire La Salle. Puis j'ai étudié sciences de la parole. Bon, sciences de la parole, ça a l'air un truc sérieux. Est-ce que c'était pour pouvoir parler aussi bien que papa? Parce que papa, écoute, il avait été en France dans les années 70, là, 74, comme ça, pour aller dans les écoles de diction, là, tu vois. Franchement, fallait... Mais... La coche et la barre est haute, hein, chez les gens. Oui. Mais sciences de la parole, c'était... En fait, Conservatoire La Salle, c'est un cégep avec des cours de théâtre, des cours de radio, et voilà. Ouais. Angelo Cadet, il enseigne aujourd'hui. Non, mais c'est parce que le Conservatoire La Salle n'existe plus désormais. Angelo Cadet était directeur à la fin du Conservatoire La Salle. Ouais, vraiment. Okay. Moi, c'était en 2002. Ça fait longtemps. Ouais. Et le fait de t'être formé, hein, tu vas aller en Europe également pour apprendre le doublage. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, lorsque tu regardes le chemin parcouru, ce furent des étapes essentielles qui aujourd'hui contribuent réellement à l'acteur que tu es devenu, au comédien que tu es devenu? Certainement. Non, mais c'est sûr. On sent ça. Mais les conseils ont bien servi. Oui. Mais il faut, c'est un métier, parce que les gens finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Okay. Et les cours te donnent une base afin d'avancer davantage dans le métier, de rencontrer des gens aussi. C'est ça que ça permet. On l'oublie. Malheureusement, j'ai pas fait l'école nationale ou le conservatoire d'art dramatique parce que j'avais déjà commencé dans le métier comme comédien dans fin 99, début 2000 avec Tag. Tu avais même les Four Brothers Crew. Mais c'est après ça. C'est beaucoup après. C'est bon. Chanteur aussi à un certain moment. C'est après. Mais la formation est essentielle selon moi. Maintenant, ça fait quelques années que je fais du théâtre, mais j'ai pas eu de réelle formation de théâtre de 4 ans où tu peux pas travailler. C'est pour ça que j'hésitais à faire l'école de théâtre parce que pendant que t'es là, 3 ans, 4 ans, tu peux pas travailler. Et étant donné que j'avais déjà commencé, j'avais peur, j'ai peur qu'on m'oublie. Alors, j'ai fait le conservatoire La Salle qui me permettait de travailler en même temps. Mais,
il est essentiel de se former. J'étais en France, j'ai fait d'autres cours privés, des stages de doublage, des cours de voix en privé avec Maryse Gagné, qui est une professeure Est-ce que ces cours sont dispendieux? C'est un investissement. Quelle belle réponse. C'est un investissement. Tu veux grandir dans le pas métier. Vous, bien fort. Mais c'est vrai. Hein? C'est pour soi. Oui, c'est vraiment, bien sûr, c'est bien ça. sûr. Ça. On va récolter plus tard. On sème, là. Alors, si tu veux aller plus loin, mais c'est important d'investir. Autant dans le matériel, à la maison, OK, parfait. Mais pour une formation, ben oui, on en prend plusieurs. Oui, c'est coûteux. On essaie de se débrouiller. Il y a papa, maman qui nous aident parfois parce qu'on est comme... Du jour au lendemain, je me suis dit, j'aimerais ça faire du doublage. Il n'y avait pas de cours qui se donnaient au conservatoire. Prochainement, j'ai regardé sur Internet, j'ai dit, en France, OK, Jenny Gérard, qui était une directrice de doublage, qui avait doublé qui avait dirigé plus de 400 films là-bas. Puis, OK, j'y vais. Puis, parce que tout ce bagage, puis là, c'est quand même intéressant. T'es zen, mais dans ton côté relax, il y a un côté, tu sais, on vous voit, là, vous êtes toujours un petit sourire en coin. Il y a une complicité entre vous. Il est très taquin. Incroyable. Il est très taquin. Mais en 2021, tu vas être primé aux Gémeaux pour interprète dans une catégorie humoristique. Ouais. Toi, ça, c'est comme... Je suis comme... Hein? Okay, oui. Ben, oui, puis là, j'étais fouillé un peu, puis j'ai dit, ouais, là, je comprends. Il y a un côté, parce que ils sont blagueurs un peu dans le jeu, ils peuvent même l'être. Ouais. Est-ce que ça t'a surpris? Et quelle fut la réaction de tes parents, de ta famille, lorsqu'ils ont vu que l'industrie te reconnaissait à ce niveau? Je pense que la personne la plus excitée, c'était mon frère Andy, Anderson. Ah ouais, c'est Anderson? vraiment, ouais. Puis il m'a accompagné aussi aux Gémeaux. Alors j'avais 2 nominations, série jeunesse pour les Sapiens et série humoristique de groupe avec tous les acteurs pour Entre deux draps. Et puis, mais c'est un peu particulier les Gémeaux là parce que la première nomination c'était les Sapiens et je n'ai pas gagné. Et puis là, bon, on nous foutait dehors carrément. On dit, OK, ben merci. OK, circulez. OK, bye. Next. Next. Ouais. Puis on nous met dehors. Il n'y a pas d'after party. Il n'y avait rien. Alors, on se retrouve sur Saint-Laurent. Comme habillés. Okay, habillés. Ben oui, on est tous habillés. 3 pièces et tout. Puis OK, parfait. C'est que là, on part avec des amis. On va prendre un verre en attendant que les autres sortent. Il y avait d'autres. Et finalement, en revenant pour aller chercher les autres, il y a la distribution d'Entre deux draps qui sort, qui fait... Fayol, on a gagné. Hein? OK. Ben, viens prendre la photo. C'était surprenant. Puis là, mon frère qui appelait. Fayol a gagné. Okay. Alors, oui, ça a été. En 2022, il va avoir une autre nomination aux Gémeaux également. Ah ouais? Ouais, t'es-tu sûr? Ben, je sais pas. Vas-tu gagner? On sait pas. Hein? Ça, on vit pas pour ça. Hein. On vit pas pour ça? On vit pas pour ça. Je pense que c'est une récompense. Okay. C'est vraiment une récompense. C'est un plus. Okay. C'est un plus. Moi, de travailler, c'est ça qu'on m'appelle. OK, on a ça proposé. Howard à Toronto. Je travaille pas en anglais, malheureusement. Okay. Zéro. Mais il y a un volet à Montréal, il me semble, Actra. Oui. Ben oui, il y a plusieurs productions américaines ou même canadiennes qui sont ici. Pensé l'essayer? Là, tu fais du doublage pour Jamie Foxx en français. Tu sais, je veux dire, tu sais, écoute. Je suis pas la voix officielle de Jamie Foxx. Circule dans Hollywood, là, d'après nous dire. Tu sais, quand t'es rendu à faire Toy Story, histoire de jouets, tout ça. Ouais. C'est big, là. Ouais. T'es rendu dans une grande production, monsieur Jean. En effet. Are we gonna see you in English? No, I don't speak English. I don't speak. C'est la seule chose que je sache dire en anglais. I don't speak English. Mais il faut dire que tu as travaillé en anglais. Oui, déjà plus que moi. Oui, j'ai travaillé en anglais. Non, c'est pas le talent qui nous manque là, sans être prétentieux. Et donc, lorsque j'ai eu cette proposition, j'ai eu peur. C'est la première fois dans le métier, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais la réalisatrice tenait vraiment à ce que je joue le rôle. Et par la suite, quelques heures plus tard, j'ai compris que cette grande télésérie du Ram Conti a eu même des éloges dans le New York Times. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Donc alors j'ai essayé.
je suis content du travail qui a été fait, mais il y a une réplique qui m'a trahi, on a dû me doubler. Mais une seule réplique. Bon, mais pour les autres, je m'en suis très bien sorti, c'est une expérience extraordinaire, et je regrette de n'avoir pas cet atout pour reprendre Shakespeare par moment. Alissa, elle s'en vient là, les gars. Ouais. Peut-être, hein. Il y a Alissa, il y a Tameo, il y a Raphaël, il y a tous les autres, Salomé, restez là. Ah, Olivia, il faudra l'accompagner, le tapis rouge, la canne. Monsieur Fayol-Jean, on va apprendre à vous connaître. Selon l'équipe de recherche de Coconut Podcast, il a peur que vous êtes originaire des Cayes en Haïti. Oui. Pour les néophytes, ceux qui ne sont pas très férus en géographie, on est dans le sud-ouest. Sud-ouest d'Haïti, oui, dans la presqu'île sud-ouest d'Haïti. L'une des plus belles villes du pays. Je le redis souvent, c'est une ville femme parce qu'elle est tracée comme un jeu de dames. Et les femmes que je regardais au Cayes, parce que je suis né là-bas, je parle des dames avec leurs chignons, leurs coiffures, cette élégance qui leur était tellement naturelle. Donc c'est quelque chose qui m'est resté. Ensuite, j'habitais un coin de rue où il y avait 4 écoles. Il y avait ces croisements d'uniformes le matin. Et j'en ai parlé justement il y a quelques secondes. Il y avait ces croisements d'uniformes et c'est là déjà que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à redire. Mais j'avais 9 ans, j'avais 8 ans ou 7 ans. Mais comment dire ça? Comment témoigner? Comment parler de toutes ces couleurs, toutes ces odeurs? Vous aider à oui, en c'est parler? ça qui, non, j'ai l'impression que c'était déjà l'art. Ce besoin de dire quelque chose qui nous dépassait. On avait envie, je reviens avec le mot restituer, on avait envie de dire tout ça, de partager tout ça avec quelqu'un. Mais comment faire? Mais je les ai absorbés. L'odeur de la mer qui n'était pas très loin, la boulangerie de maman, l'odeur du pain frais, qui venait à nos narines. Et puis, toutes ces écoles, les uniformes, c'est comme une échappe d'iris là. C'est-à-dire, j'avais tout ça comme spectacle devant moi, et c'est comme ça que je suis devenu quelqu'un passionné de poésie, d'écriture, et puis un homme de théâtre, et surtout un homme de radio. Un homme de radio. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est propre à votre génération? Je suis à peu près de la même génération que Fayol-Jean Junior. Oui. Lorsque je regarde mon papa Luc Enoch Joseph qui a écrit La déshumanisation sociale d'Haïti, vous avez les Dany Laferrière, là c'est des grandes pointures. Vous êtes des amoureux de la langue française, mais on pourrait presque dire des érudits. Est-ce que c'est votre époque qui vous a formé de telle manière qui fait en sorte que vous êtes qui vous êtes, quoi? Moi, il y a quelque chose, lorsque je regarde cette génération de ces Haïtiens qui sont arrivés dans les années 70 au Québec, les gars s'expriment bien, ils parlent bien, leur culture générale, elle est au top. Est-ce que c'est l'éducation que vous aviez reçue au pays qui vous a aidé à devenir les personnes dans vos domaines respectifs? Oui. Alors, vous avez bien dit, nous sommes qui nous sommes, parce que nous venons d'une génération où l'école, encore une fois, avait une grande importance. Aujourd'hui, quand vous allez en Haïti, vous allez voir toutes ces uniformes dans les rues de Port-au-Prince. Les parents travaillent très dur pour envoyer leurs enfants à l'école. L'école, comme toute la société, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai eu la chance de grandir avec des parents extraordinaires. Mon père qui était un passionné de langue française, un passionné des lettres en général, ma maman qui avait un fort bagage de convenance et d'urbanité, qui s'occupait, et puis il y avait toutes les gens de la campagne qui venaient à la maison. Je me suis enrichi de tout ça. Les contes, les histoires, ce qu'on appellerait les belles histoires des pays d'en haut ou d'en bas, ou bien des autres pays, et que les pays en dehors. Et je me suis enrichi de tout ça. Et puis, on avait de belles références aussi, que ce soit à la radio, que ce soit des professeurs excellents. On avait ce besoin de bien dire les choses, d'être élégant avec les filles. Même pour draguer une fille, il fallait écrire. Il fallait écrire. Et il fallait éviter les fautes, parce que la fille reprenait souvent les lettres, les corrigeait. Et puis vous les... Ah oui, vous ne passez pas.
Donc alors, c'est sûr que... Junior, je sais pas son point. Les tests seraient durs aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, tu regardes voilà. Donc alors, pour courtiser une fille, il fallait que vous ayez cette élégance-là de la langue française, parce que pour écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de correspondances épistolaires comme ça, qui passaient par l'écriture. Parce que vous décrivez beaucoup. Lorsque vous parlez d'Haïti, on sent le Dany Laferrière un peu, là, cette génération, l'odeur, les odeurs, les sonorités. Parce que Haïti est faite de ça. Haïti est faite de ça. Haïti est faite de ça et toute son humanité passe par là. Par les odeurs, par le bonjour madame, comment a été la nuit, comment a été bonjour à votre famille. Moi, je rencontrais des gens qui me disaient, ah, tu as de grandes oreilles, tu es comme ton papa, tu dois être intelligent, bien des choses à ton père. Et je les croisais dans la rue comme ça. C'était les amis de papa ou bien des connaissances de papa. Il y avait un respect réciproque pour l'honnêteté, pour la beauté des choses, pour le partage. Donc, j'ai grandi comme ça. Et vous avez parlé de grands penseurs. À Haïti, on a eu beaucoup, Jean Price Mars, mais entre autres, Maurice Sixto. Oui. Moi, je l'ai connu avec la fondation Maurice Sixto, entre autres. Qu'avez-vous à nous dire sur Maurice Sixto? Quelle place a-t-il occupé dans votre parcours? Dans mon parcours. Au niveau de sa pensée, au niveau, voilà, comme est-ce que lui avez emprunté certaines de ses philosophies? On vous écoute. Ah non, j'ai fait beaucoup mieux que ça. Lorsqu'il a sorti son monologue, Si Sainte-Anise, j'ai été le premier à l'adapter au théâtre. Et ça a eu un succès remarqué en Haïti en 1978. Et Maurice Sixto est l'un des plus grands conteurs. Il vient des Gonaïves, hein? Il vient des Gonaïves. Oui, l'Artibonite. Oui, je ne sais pas si de l'Artibonite, oui, dans le département. Oui. Et donc Maurice Sixto est un phare. C'est pour moi le fait. Ça m'a donné l'occasion d'avoir une conversation avec lui au téléphone. Je ne l'ai jamais rencontré dans la période de l'écriture de cette adaptation. Donc c'est mon conteur préféré en Haïti. Oui. Bon, de toute façon, il n'y en a pas deux. Maurice Sixto est le top des tops, là. Oui. Là, on va passer de micro à Junior, puis on fait quelque chose de nouveau. Il ne reste pas beaucoup de temps, les gars. On va voir si tu connais bien ton papa. Oh, wow. Ben lui, là. Ton père, au lieu que ce soit lui, tu sais, on va oui. Connais-tu son CV, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, ok. Jeune felle, hein? Oui, des fleurs. Ok. Bon, on va voir, hein. Papa va étudier pour comprendre l'arsenic, n'est-ce pas? Il va étudier dans une école en Haïti. Est-ce que vous connaissez le nom de cette école? Non. C'est le conservatoire d'art dramatique. Ouais. Ok, pas pire. Bon, papa va faire beaucoup de radio, hein? À une époque où ce qu'on retrouve les Widmeyer à la radio, il va sûrement les croiser, peut-être les Jean-Dominique également, pour ne nommer que ceux-ci. Est-ce que c'est son papa qui faisait de la radio? Qu'est-ce qui va inciter ton père à faire de la radio? Est-ce que tu lui en as déjà parlé? Mais il m'en a déjà parlé. Je sais pas qui l'a incité, mais je pense que ça a toujours été quelqu'un qui s'est intéressé par la radio. Son père est un politicien, mais c'est pas son père. Je sais que c'est un passionné de l'art. Il écoutait la radio, il fabriquait des radios jeunes, il essayait de fabriquer des radios pour essayer de savoir comment la voix. Il faut avoir les ondes ou je vais, non? Oui. Des synthés. Avec des tubes acoustiques, hein. Je parlais ici, avec, la boîte était de l'autre côté, et puis je me demandais, est-ce que tu m'entends de l'autre côté? Là, j'ai fait de la radio. Il m'entend à distance. J'ai commencé comme ça. Donc, je ne sais pas si tu as fini avec. Non, j'ai fini parce que on aimerait vraiment cette période très rapidement. Donc, je profite de l'occasion pour rendre hommage à quelqu'un au CAI. Et il y avait 2 postes de radio. Dans un premier temps, La Voix du Sud et Radio Lumière, qui était une radio évangélique. Okay. La voix qui va m'impressionner, c'est un lecteur de nouvelles qui s'appelait Emmanuel Blaise. Qui donnait les nouvelles à 19h30 et à 20h30.
Diction impeccable, pas de lapsus. J'entendais ce gars parler, j'étais charmé, mais je ne savais pas comment on fait la radio, par où passe cette voix pour arriver dans cette boîte. Et par la suite, on a arrivé à Port-au-Prince, et beaucoup plus tard, je vais essayer de comprendre. Mais petit à petit, la radio va changer. Il va y avoir en 1970 Radio Nouveau Monde, avec des spots Radio Nouveau Monde, la voix d'Haïti dans les Amériques. Et là, j'ai envie de faire de la radio. Il va y avoir aussi Radio Métropole, qui va devenir l'une des plus grandes radios, avec des présentateurs tels Bob Lemoine, Philippe Jean-François, un peu plus tard Marcus, et Radio Haïti Inter, Radio Haïti qui devient Radio Haïti Inter, où on a des personnages comme Richard Brisson, Jean-Dominique, et Woodmayer était à Radio Métropole. Non, ce sont les propriétaires de Radio Métropole, donc c'est là. Et la personne qui va m'accompagner dans tout ça, c'est un professeur, qui n'a jamais été mon professeur, c'est Monsieur Gérard Rézil, qui était un professeur de théâtre. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encadré, qui m'a beaucoup encouragé, et j'ai fait de la radio, c'est lui. Chez lui, j'ai eu mes lettres de noblesse à la RGR, Radio Gérard Rézil, en faisant de belles émissions. C'était Chopouri du week-end, Paroles et musique du dimanche, Chansons et confidences. Tu me dis ça et on te sent là. Oui, tu oui. revis La radio, moment, c'est ma grande passion. Et en arrivant ici, c'est à CKMF que je vais véritablement trouver ma place et pour animer la première émission de musique du monde dans une radio commerciale au Québec. Nous sommes en 1986. Superbe. Et toi, tu arrives au Québec en 1979. Il y a... Alors là, on essaie de te prendre par le coin de la bande, si on peut le dire ainsi. Pour utiliser un langage de hockey. Ah ouais. Coin de la bande. Ouais. Il y a les productions Cimage qui vont, selon nos recherches, qui vont quand même contribuer à faire connaître davantage Monsieur Fayol Jean au Québec. Parce que tu vas nous faire Métis 1, 2... Oui. Non. C'est-à-dire, les productions Cimage Québec, c'est une petite maison de production. On voulait faire un long métrage. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous n'avons pas de techniciens. Nous avons engagé une équipe, l'équipe audiovisuelle de l'UQAM. Et nous allions réaliser le premier long métrage haïtien avec ses erreurs, ses défauts, etc. Le premier long métrage haïtien au Québec, Si l'homme à l'étranger, on est en 1989. Et voilà. Tandis que Rara Métis est une autre initiative. Je te laisse parler de Rara Métis. Ah bon, c'est moi qui dois parler de Rara Métis. Ah ouais, ok, donc tu connais un peu la vie de papa. Non, mais, tu connais une partie de la vie de papa quand même. Mais déjà là, je pense que c'est un désir d'inclure des jeunes de la diversité, des chanteurs de la diversité sur un album. Compilation, on peut appeler compilation de plusieurs chanteurs. Papa a aussi un talent. Il a écrit, composé des chansons. Non, il n'a pas chanté. Mais il a écrit, il a composé. Comme les Volsi, comme il a beaucoup travaillé avec les comme les Benjamin, Lionel, Marc Volsi, Marc-Yves. Ouais, parce que... Mais ils ont travaillé, ils ont collaboré ensemble. Ah oui, parce que Rara Métis 2, c'est Marco Volsi qui a les arrangements totalement. Là. On allait à Laval, là, à Saint-François, là. Chez Marquis, vous dans le studio. Dans le studio. Parce que Marco passait des soirées. Parce que Ricky Volsi, il m'a contacté notre podcast et il m'a dit, Alain, mais j'ai grandi avec les gens. Puis là, j'étais comme, ah ouais, ils venaient à Saint-François, on les connaît. Il dit, oui, ils sont comme si ils bien avec Param. Puis là, il était comme tellement content. C'est incroyable. C'est comme si vous êtes comme ça, là. Oui, toi, Ricky, faut que je parle de Ricky parce que... Ricky. Gros shout-out à Ricky. C'est le gars qui m'envoie des messages. Il me dit, yo, nice job, bro. Je t'ai vu là, je t'ai vu là. Ça aussi à Coconut. Yo, il est incroyable. Incroyable. On l'a reçu, hein. Oui, je sais, j'écoutais, ouais. Toute une entrevue. Et puis, on a reçu les 3 frères, hein. Ouais, exact, je sais. Et puis, tellement généreux, impliqué aussi dans la communauté, dans le basket, mais toujours prêt à encourager. Et ça, je trouve ça super important. Ben, c'est comme Rara Métis. Ouais. Je me permets de revenir parce que avant Rara Métis, il y a eu le théâtre libre d'Haïti au Québec. C'est la compagnie de théâtre que nous allons créer en 1982 et avec Franklin Willis, Maggie Longfos, Evelyne Charles et Marc-Yves, Marie-Michel Amédée-Volsi. Oui, madame. Oui, c'est ça. Ouais. Lorsque vous aviez parlé du cégep de Rosemont tout à l'heure, je vous ai dit beau bien 18e avenue parce que
on a joué à plusieurs reprises à l'auditorium. On a commencé nos premières créations à l'auditorium du Cégep de Rosemont. C'est là qu'on a créé les soutanes à brûler, les portes closes, l'homme qui tombera. Donc, j'ai essayé d'animer la communauté haïtienne par diverses activités culturelles. Et j'avais de grands copains, des poètes, etc. Il y avait toujours des petites soirées de poésie qui s'organisaient ici et là chez les copains. Et Marc-Yves était toujours là. Marc-Yves a été toujours là dans toutes ces activités. Et aujourd'hui encore, c'est le parrain de mes enfants. Et c'est un ami de vieille date, c'est un grand copain. Et je saisis l'occasion pour saluer aussi celui qui a été à la fois mon grand acteur, mon grand ami, qui a joué au théâtre avec moi, qui a joué dans des films avec moi, en la personne de Numa Innocent, un grand acteur que nous avons perdu, l'un des plus grands de la communauté haïtienne, que nous avons perdu pendant la période de Covid, il y a de cela bientôt 2 ans, le 1er mai, ça va faire 2 ans depuis qu'il est parti. Numa Innocent qu'on appelle Monsieur Pataswell. Monsieur Pataswell, ok, ouais, là, Monsieur Pataswell. Oui. Superbe. Écoutez, les gars, on va faire très rapidement, parce que votre carrière, elle est énorme. Comme si on prend le temps d'analyser, puis ce n'est pas terminé. Alors, on va laisser les gens zioter sur Internet, aller fouiller, mais moi, ce qui me concerne, on est un peu des mêmes années, des mêmes époques. Le fait d'avoir joué dans Lance et Compte, d'avoir été Anthony, je sais plus, tu sais, dans Esquad, je pense. Ouais. Voilà, ouais. District 31 également. Oui. Ouais. Quelle série ou doublage pour Toy Story? Là, actuellement, tu es sur Disney+, là. On peut entendre ta voix sur Disney+, dans Âme. Cette série qui s'appelle Âme. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé jouer? Est-ce que c'est au théâtre, comme acteur, au petit écran, dans les séries télévisées? Voilà. C'est tout ça. Lancer compte, c'est sûr, c'est très marquant pour moi, évidemment, parce que avec Lancer compte, on a fait 15 ans, on a fait 7 saisons, plus le film. Mais à travers tout ça, on a fait des tournées dans les villes pour jouer contre des équipes locales. Au Québec, tout ça, là. Ben oui et non, parce qu'on voyageait pas mal le soir, en fait. Alors, t'arrives, on joue, mais ça a changé la donne pour moi. Rencontrer les gens, vraiment, et tout, pendant 15 ans, 7 ans, on m'en parle encore. Ça reste une expérience. T'as eu des premiers rôles, là, tu sais, des rôles d'importance. C'est intéressant. Ouais, aussi. Mais étant donné que c'est mon premier rôle important, alors ça a changé la donne totalement. Par la suite, il y a des rôles, l'âge adulte, série web, qui a gagné plusieurs prix à l'extérieur. T'es-tu Sainte-Flanelle ou Fleur d'Élysée, toi? T'es-tu Sainte-Flanelle ou Fleur d'Élysée? Ça, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi je parle? Non, je sais pas. Vas-y. Dis-moi. Pour notre grand héros national, Guy Lafleur. Guy Lafleur. J'aimerais t'entendre, t'as porté le N. Il a déjà joué pour les Nordiques du Québec. Toi, c'était pour le National. Le National. Du Québec. T'étais le wrong talk nut un peu de l'époque. Moi, j'étais le Piqué Souban avant Piqué. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. J'aimerais t'entendre rapidement. Mais je pense que c'était un idole pour le Québec, en fait. Un exemple aussi à suivre. Je parlais à ma mère justement hier d'un incident qui s'est passé avec lui, il prenait toujours le temps de signer des autographes à ses fans. Rencontré, tu as déjà... Non, malheureusement, je pense pas. Peut-être croisé, mais dans des événements. Il prenait toujours le temps après les matchs de signer, aux fans. Pendant que les joueurs étaient comme qui attendaient dans l'autobus. On a appris ça. Ouais, puis il y a un des fans des joueurs qui dit OK, gros, il faut qu'on s'en aille. Il dit c'est eux qui payent. C'est eux qui payent notre salaire. Et c'est vrai. Il était d'une importance pour le Canada français, pour le Québec. Un exemple, vraiment. Se tenir debout, puis... Ouais, vraiment. Il n'a pas eu facile toujours, non. Mais il a vraiment porté le Québec, les aspirations du Québec là, sur son dos. Ouais, vraiment. Ouais. Puis je pense qu'il faut s'en rappeler parce que c'est la même chose en tant qu'acteur. S'il y a personne qui écoute la télé, qui va au théâtre,
On n'a pas de salaire. Ah, mais là, ça là, depuis la reprise, là, les pièces de théâtre, c'est à guichet fermé. Bah oui, parce que les gens en ont besoin. Ah ouais, bah les gens ont soif de ça. Bah oui, et oui. Alors, il faut respecter les gens aussi qui viennent nous voir, qui veulent parler, qui sont fiers. Ah, j'aime ce que vous faites, c'est bon. Juste prendre le temps. Parce que c'est grâce à eux si on peut continuer à faire ce métier-là. Petite question, t'as traîné avec les Volsi. Ouais. Et tu mesures 6 pieds 5, ouais. 6 pieds 6, 6 pieds 7, là, ouais. je sais plus. 6 pieds 5, ouais. 6 pieds 5. Ouais. Tu joues-tu au basket? J'ai joué. T'as joué? J'ai joué contre au Marco? Cégep de Rosemont. Ah ouais? Mais non, ça c'est une autre ligue. Moi, j'étais pas assez fort. Les Ricky, mais t'as Marco. joué au Cégep? J'ai joué au Cégep 2A. J'ai joué au Cégep. J'ai joué à Rosemont. Mais oui, je sais faire un lay-up. Oui, ça, c'est correct. Mais là, le niveau de ces gars-là, tu sais, ben non, c'est des professionnels. C'est un autre niveau, là. Franchement, là, c'est aux États-Unis. NCAA, en Suisse, et tout l'Europe. Professionnels, Europe. Vraiment. Rien à dire, là. Ah, il y a toute une entrevue. Ouais, on va passer le micro à ton papa. Incroyable. Monsieur Fayolle Jean. Ouais. Écoutez, vous, on vous a vu, en tout cas, moi, là, dans Jasmine. On en a parlé au tout début. C'est une série qui a marqué le Québec. Aujourd'hui, par tout ce que vous devez passer, le monde doit vous dire « Hey, Monsieur Jean, vous étiez dans Jasmine, peut-être un peu moins, vous avez fait beaucoup de rôles, mais également un autre grand rôle avec ce qui s'est passé au Rwanda, un dimanche à Kigali. Oui. Vous en avez eu des rôles, là. J'en passe, là. 3 petits points, combien, une vingtaine de films? Oh! Bon, nous a dit 30-40. Bon, voilà. Voilà, hein. On est dans les 65, on les compte plus. On est plus 65, 66 films, téléséries, sitcoms. Énorme. Un peu plus que ça, oui. Énorme. C'est comme les Légitimus, là, qui sont devant moi, là. Oui. C'est incroyable. Moi, des fois, là, je suis obligé de me pincer pour me dire, t'es-tu là? Oui. Joseph, ça se passe-tu vraiment? Entre le théâtre, on va mettre la radio. La radio peut gagner, mais attention. Entre le théâtre, la radio, le cinéma, le petit écran, séries télévisées, doublage en anglais également. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qui vous plaît le plus encore aujourd'hui avec la carrière que vous avez? Vous pouvez vous permettre de choisir maintenant sur quoi vous voulez travailler. On aimerait vous entendre. Oh, je n'ai pas envie de choisir sur quoi je veux travailler. Je peux choisir un scénario, un texte, mais le théâtre, la radio, ce sont des métiers qui m'habitent véritablement. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que je suis né au CAI et Port-au-Prince m'a mis à l'affiche par 2 fois. À la radio, qui était ma profession, et le théâtre par vocation. Et je l'ai fait aussi par vocation ici. Et le cinéma, c'est comme on dit, on apprivoise l'éphémère. C'est le plaisir de se voir 10 ans plus tard à la même place. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire contrairement à un livre? Le personnage qu'il y a dans un livre reste figé dans le livre. Il faut quelqu'un pour lui prêter vie, parce que c'est le lecteur qui va prêter vie à ce nom de Fayolle Jean qui a fait du théâtre, etc. Tandis qu'à la télévision, Fayolle, qu'on voit ici, dans Lancez Compte, restera toujours le gauleur de Lancez Compte. Oui, c'est ça. Et puis, il restera toujours à la même place. On le verra tel qu'il l'a fait. C'est pour ça on dit toujours apprivoiser l'éphémère, et ça me plaît bien. Mais la radio, le théâtre, c'est comme un homme avec 3 blondes, et puis voilà, sans être comment dit-on là quand on a plusieurs femmes, polygame, sans être polygame, voilà, c'est ça. Donc je choisis les 3, mais la radio a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Oui. Est-ce que on est seul avec soi-même? Et Radio Canada, on sait que vous avez été à TV5. Est-ce qu'aujourd'hui on vous proposerait un micro? Est-ce que vous y réfléchiriez, vous prendriez le temps de dire je pense que Fayolle, qu'est-ce que t'en penses, Junior? T'en penses, on y va? Ouais. Et puis vous sauteriez sur l'occasion. Pour l'occasion, faire des chroniques à la télévision, avoir une émission à la radio, je choisirais la radio. Ah ouais. Avoir une émission à la radio, je choisirais la radio. Mais j'ai envie de continuer avec mon métier d'acteur à la télévision et au cinéma.
Voilà, je pense que la réponse est sincère, complète. Et un souhait pour Alissa. Vous l'avez déjà fait, et pour toutes les jeunes filles, allez, d'accord, qui aimeraient faire ce métier. Qui aimerait faire ce métier, ce sera son choix. Le choix pour Alissa, parce que il n'y a pas que Alissa. Le choix pour mes petits-enfants, c'est de bien grandir en âge, comme on disait en Haïti, en sagesse, de poursuivre leur chemin tel qu'ils le veulent. Et puis, si par hasard, si par bonheur, ils choisiraient le métier d'acteur, je serai toujours là pour leur dire, je suis content, vous m'avez suivi, vous avez bien fait. Donc alors, on va essayer de vous appeler Fayol aussi. Super. Junior, on termine avec toi. Tu as orchestré, tu nous as vraiment reçus dans un espace incroyable. Espace Go, le théâtre Espace Go. T'as fait aller voilà, les contacts, voilà. Pas le choix. Écoute, vraiment, tous les jeunes garçons qui t'écoutent là, des communautés noires, de la diversité, qui aimeraient faire ce métier, tu t'adresses à la caméra, les 15 dernières secondes seront les vôtres, messieurs. Tout jeune qui aimerait faire ce métier, un message d'espoir, sur quoi tu aimerais qu'il travaille ou qu'il se concentre pour pouvoir se donner des chances. En fait, foncez, regardez ce qui se fait ici, formez-vous et persévérez. Parce que c'est pas un métier facile, c'est pas parce qu'on se forme que automatiquement on va travailler. Il y en a qui sont déçus parfois. Ok, mais c'est long. Moi, ça fait 20 ans et plus que je fais ce métier-là, et ça n'a pas toujours été facile. Il y a des hauts et des bas. Alors soyez persévérants, travaillez bien, arrivez prêts aussi, et respectez les gens qui vous entourent. Et si vous faites quelque chose, faites-le bien, appliquez-vous pour le faire. On va laisser Monsieur le poète, cet homme de lettres, terminer dans cette même voilà. Je dirais simplement, si vous avez envie de faire ce métier, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie. Et je vais reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas un jeu, mais vous allez vous amuser. Et vous devez vous amuser dans ce métier parce que c'est la première des choses. Et ne vous prenez jamais pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est un métier fragile. Je ne parle pas de vanité, je parle du métier comme tel. Il faut se mettre à l'abri du spectacle. Rester soi-même et être convaincant et efficace. Et laissez-vous diriger. Parce que quand vous avez un metteur en scène, c'est pas pour rien. N'y allez pas pour gagner de l'argent. Parce que vous allez passer à côté. Et c'est le plus beau métier du monde parce que tout simplement, il va vous aimer si vous l'aimez bien. C'est ça. Très bien. Oui. Producteur, c'est du sérieux, cela. Écoutez, messieurs, vous venez de faire ma journée. Je viens de rencontrer des gens que j'ai l'habitude de voir au petit écran. C'est mon Hollywood là que je rencontre là. C'est comme wow. Écoutez, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. On s'est promené à travers le Québec et en langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Vous avez nos frères Mi'kmaq vers les territoires ancestraux des îles de la Madeleine. Ils nous disent Wellalin. Les Abénakis dans le centre du Québec, Odanak, Victoriaville, Drummondville, ils nous disent Oleone. À la capitale nationale, Québec, on retrouve nos frères et sœurs Huron-Wendat. En langue Wendate, ils nous disent Teawek. Et pour terminer, nous sommes en territoire non cédé, oui, dans la région métropolitaine de Montréal, et ils nous disent Niawen. Et dans la langue de Toussaint, de Pétion et de Dessalines, on enlève le R et on va vous dire un gros merci, merci en pile, que nous prenons tant, nous, messieurs, pour nous font-ils parler à Coconut Podcast. Moi, vous dire que c'est une entrevue qui va rester dans les annales, puis le tout Québec, Hollywood, n'aura pas le choix de regarder cette entrevue parce que on l'a fait différemment.
Donc, nous-mêmes, Nabdou, Kembe Palagé. Exactement. Et puis, continuez puis fort. Oui. D'accord. Respect, Bien les fait, gars, bien franchement. fait. Wesh. Merci. Wow. Merci beaucoup. Messieurs, dames, oui, nous étions avec les tenants d'un héritage familial venant des Cailles, dans le sud-ouest d'Haïti, Monsieur Fayol Jean. Eh bien, aujourd'hui, il s'est donné comme mission de faire rayonner cette terre montagneuse, l'histoire d'Haïti, dans notre sirop d'érable québécois en terre québécoise. Messieurs, dames, moi là, j'en reviens pas. C'est du lourd, comme on dit, en France. Et puis son fils, ils sont 5 frères et sœurs. Puis là, on a Junior avec nous. Ça doit être le dernier. On va le dire comme ça. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Ils ont d'autres projets qui s'en viennent. On va leur souhaiter plusieurs Juno, des dynasties. Puis pour Monsieur Jean Père, je sais pas, là, tiens, un prix Nobel de littérature en lettres, ce serait pas pire. Alors, nous étions avec Fayol Jean et Fayol Jean Junior sur les ondes de Coconut Podcast dans le cadre de notre 2e anniversaire. Sur ce, comme à l'accoutumée, je vous dis Niawen, merci, au revoir!